Je m'appelle Claudia Gilbert. Grâce à mes réflexes de vétérinaire, je vous guide dans l'univers où cohabitent rigueur et dérapage des éleveurs canins. Bêtise, le marché du chiot. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le lundi 27 avril. Voici à la une. Bon début de journée, bon lundi. Marie-Michel Bordua avec vous. Merci de vous joindre à nous en ce début de semaine. J'espère que le week-end a été bon, que vous avez pu profiter à certains endroits du beau temps dans l'est du pays, dans le sud du Québec notamment. Ça a été un très beau week-end. J'espère que ça vous a fait faire un plein d'énergie pour bien démarrer cette semaine qui sera encore une fois fort probablement chargée en actualité. À tout le moins, ce le sera aujourd'hui, ce matin. On reviendra entre autres sur ce qui s'est passé cette fin de semaine lors du dîner des correspondants à Washington. L'enquête qui continue de se préciser, notamment sur les motivations du tireur, sur le fait entre autres qu'il semblait cibler de hauts responsables du gouvernement américain. L'homme de 31 ans qui devrait comparaître aussi aujourd'hui, là, devrait être accusé, devra répondre de 2 chefs d'accusation. On va y revenir un petit peu plus tard au cours de cette émission avec Jean-Philippe Robillard. Tout d'abord, on va saluer, oui, prendre le pouls de ce qui se passe autour de la table. J'en perds mes mots tellement je suis contente de vous retrouver. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin, Véronique Méran, bonjour à vous trois. Bonjour. Ça a été une belle fin de semaine, je le disais, pour certains. Oui. Et quand le soleil arrive, des fois, on a le goût d'avoir des albums qui font du bien justement avec le soleil. C'est entre autres le cas de ce que vous allez nous présenter aujourd'hui. Simon Boisseux. Retenez ce nom-là. En fait, c'est un jeune artiste dans la vingtaine qui fait dans le néoclassique. Donc, on sait qu'il y a un grand intérêt en ce moment pour le piano, entre autres, avec plein d'artistes contemporains. Et je vous le dis, c'est joli, c'est précis. J'ai très hâte de vous faire entendre ça. Vous allez voir, ça va vous porter. Là, je suis encore là, dans les sphères de la joie. On a envie de vous y retrouver. On a bien hâte. Véronique, si je comprends bien, là, en fin de semaine, ben, si on a trouvé ça beau, c'est rien à côté de ce qui nous attend. Aujourd'hui, j'en parlais avec Julie-Jasmine un petit peu plus tôt. On est d'accord, c'est la définition du rêve aujourd'hui. Ah ben là, alors, je ne sais pas à quoi vous rêvez, mais nous une journée comme celle-là, on aime ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du temps généralement ensoleillé, des températures qui avoisinent 21, 22 degrés, fort possiblement. Alors, du temps doux, du temps agréable, pas trop de vent, avec une bonne dose de soleil. C'est ce qu'on aura sur les régions les plus au sud, Montréal, l'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec, secteur de l'Outaouais. Et de façon générale, au Québec et au pays, ça va assez bien aujourd'hui. Donc, pour les régions plus au sud, on conservera quand même des minimums assez élevés la nuit prochaine. C'est du 5 à 8 degrés, un ciel bien dégagé. Demain, on commence la journée sous le soleil aussi. Il y a une perturbation qui va entrer tranquillement, évidemment, par les portes de l'Abitibi. Donc, on verra le débordement nuageux, l'ennuagement qui va se faire demain en cours d'après-midi. Plus venteux demain, des vents du sud, sud-est, 30, 50 km à l'heure. Les températures encore près de la vingtaine de degrés et du temps plus frais à venir à partir de, je dirais surtout jeudi. Mercredi, ce sera entre 17 et 19 degrés, mais beaucoup plus de nuages et des précipitations à venir, surtout à partir de jeudi. Mercredi, très tard, c'est possible, mais disons jeudi, on change de cap, retour des précipitations sous forme de pluie essentiellement, mais comme il y aura un régime de fraîcheur, je n'exclus pas le flocon possible, surtout pour les régions au nord et à l'ouest. Mais bon, hein? D'ici là, on a parlé du rêve. Oui, continuons de rêver. Alors, non, pas dans le cauchemar. Non, c'est ça. On maintient notre rêve. Donc, l'Abitibi, quand même, 18 degrés sous le soleil aujourd'hui. Tout l'est du Québec également. Saguenay, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, c'est du... Bon, les températures sont plus fraîches, mais quand même, 13 vers le Bas-Saint-Laurent, 10 pour la Gaspésie, 5 pour la Côte-Nord, soleil dominant. Belle journée demain aussi avec quelques degrés en plus dans l'est du Québec. Territoire ontarien, ça va bien dans l'ensemble, mais le seul endroit où ça s'ennuage, les averses commenceront cet après-midi, c'est dans le secteur de Thunder Bay, 15 à 25 mm jusqu'à ce soir. Le maximum, c'est 9, sinon c'est du 15-20 degrés partout en Ontario. Vancouver, ciel variable autour de 16 et on respire à nouveau dans les prairies. On a remis l'hiver de côté. Le soleil est sorti aujourd'hui, sortira plutôt aujourd'hui. 6 à 9 degrés, Edmonton, Calgary, 4 à Regina, 9 du côté de Winnipeg et tranquillement à la hausse le mercure dans l'ouest au fur et à mesure qu'on avance dans la semaine. Ça s'en vient. Ça s'en vient, lentement mais sûrement. Merci Véronique.
Là où c'était pas le rêve, mais le cauchemar, c'est pour bien des amateurs de hockey, Olivier. Oui, ça a été une soirée difficile pour le Canadien de Montréal qui, malheureusement, a dû terminer ce match du côté des perdants. La série est à égalité 2-2 maintenant entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Match numéro 4 qui avait lieu hier au Centre Bell. Le Canadien qui a contrôlé une bonne partie de la rencontre, mais malheureusement, quelques erreurs, les pénalités qui ont coulé le Canadien hier dans cette défaite de 3-2. On peut simplement parler peut-être de la production offensive. Oui, le Canadien est bien contrôlé, mais les chances de marquer à 5 contre 5, entre autres, ça a été assez compliqué. Seulement 9 tirs dirigés vers la cage adverse à égalité numérique à 5 contre 5. Ça, certainement que ça a repesé lourd dans cette défaite du Canadien de Montréal. Puis les pénalités. Le Canadien s'en est vu décerner 9 pénalités et ça a ouvert la porte justement au Lightning de Tampa Bay et un certain Brandon Hagel qui a marqué 2 fois hier pour le Lightning de Tampa Bay. Il en a 6 en 4 matchs début. C'est vraiment c'est le joueur par excellence de cette série et qui fait mal, qui continue de faire mal aux Canadiens de Montréal, que ce soit par début, mais par son implication offensive et son implication physique au cours de ces rencontres. Nikita Kucherov qui a obtenu 2 passes dans le match d'hier. Et malheureusement, le Canadien qui retraite donc qui se dirige vers Tampa Bay maintenant avec cette série qui est maintenant égalité 2-2. Une défaite qui fait mal parce que le Canadien menait 2-0 dans ce match. Zachary Bolduc et Cole Caulfield ont marqué en deuxième période. Tout allait bien, puis tout s'est effondré en fin de deuxième période et en début de troisième période. Et voilà cette série égalité 2-2. Martin Saint-Louis s'est fait questionner sur plusieurs choses, dont cette pénalité décernée à Oliver Kapanen en début de troisième période. Un coup de bâton qui est absent. En fait, on le cherche encore, ce coup de bâton qui n'a pas été vu par aucun partisan. Et ça, certainement que ça retient l'attention ce matin. Il s'est fait poser la question sur cette fameuse pénalité. La ligne est mince, mais il faut faire attention selon Martin Saint-Louis. Faut que tu sois calculé. Il faut pas se donner une chance à l'arbitre de peut-être caler. La ligne est fine, mais quand tu mènes, faut que tu fasses attention. Et donc, le match numéro 5 qui sera disputé mercredi, donc 2 jours de pause pour se rendre en Floride, pour se préparer à ce match numéro 5. C'est une série qui est très excitante. Ça, les partisans ne pourront pas s'en plaindre, même si le Canadien, hier, a été défait à la maison. Et pour l'instant, 2-2, donc rien n'est fait. Mais pour l'autre équipe canadienne encore en vie dans ces séries, ce sera plus difficile. Les Oilers qui font face à l'élimination. Oui, et cette défaite-là, elle fait mal. Défaite de 4-3 face aux Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim qui ont maintenant l'avance dans cette série 3-1, mais c'est surtout ce but marqué en prolongation, un but de Ryan Poehling qui a envoyé la rondelle devant le filet. Ça a dévié sur le patin du défenseur des Oilers d'Edmonton. A même fallu la reprise vidéo pour confirmer le but. Puis encore là, à la reprise vidéo, on a eu de la difficulté à voir si la rondelle avait complètement passé la ligne ou pas, traversé la ligne. Lors de la reprise vidéo, les officiels et Toronto a décidé que c'était le cas. C'est comme ça que s'est remporté le match des Ducks qui mènent maintenant cette série 3-1. Connor McDavid, qui est un peu absent dans cette série, un but 3 passes, moins 6 depuis le début de ces séries éliminatoires. C'est un peu compliqué pour les Oilers qui font face à l'élimination et qui seront de retour à la maison. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le match numéro 5, mais qui auront fort à faire pour revenir dans cette série et peut-être causer la surprise face aux Ducks. Et dans les 2 autres matchs de la journée d'hier, les Sabres de Buffalo ont facilement disposé des Bruins de Boston 6-1. La série maintenant est tout à l'avantage des Sabres qui mènent 3-1. Et élimination hier des Kings de Los Angeles. Ils ont perdu en 4 matchs, balayés par l'Avalanche du Colorado avec une victoire de 5-1 hier pour l'Avalanche. Merci, Olivier. Un plaisir. Et maintenant, regardons ce qui retient l'attention dans les différents quotidiens ce matin. En une du Globe and Mail, on y voit que Mark Carney devrait annoncer aujourd'hui qu'il entend mettre sur pied un fonds souverain pour permettre d'investir avec le secteur privé dans les grands projets. Vous savez, ces grands projets que son gouvernement s'est engagé à réaliser au cours des prochaines années. Ce sont des informations transmises au Globe and Mail par un haut responsable gouvernemental. Et cette annonce-là surviendrait
à la veille de la mise à jour économique du printemps. Un fonds souverain, règle générale, géré de façon indépendante, ça appartient à l'État. Donc, le journal cite en exemple le fonds souverain de la Norvège, qui est le plus important au monde. Mais au pays, il faut savoir qu'il y en a aussi quelques-uns, entre autres l'Alberta, Terre-Neuve et Labrador ont notamment ce genre de compte. Le Globe and Mail qui, du même coup, aborde aussi l'énoncé économique à venir demain, nous dit qu'Ottawa devrait afficher une amélioration des résultats nets. C'est ce que confirment aussi nos sources sur la colline parlementaire. Radio-Canada qui a appris que les prévisions de déficit seront inférieures à ce qui avait été annoncé dans le budget. Sinon, la presse se penche ce matin sur ces bracelets anti-rapprochement utilisés pour protéger les femmes victimes de violences conjugales au Québec, entre autres, le quotidien qui nous présente un pan sombre de cet outil-là. Certaines femmes, plutôt que d'être protégées, se retrouvent en fait traquées d'ex-conjoints violents qui servent de leur bracelet pour garder le contrôle sur leurs victimes en les repérant, en les harcelant, par exemple. Donc, la presse qui présente le témoignage de Sarah, une mère de famille, qui a d'ailleurs fait paraître un livre en mars sur l'enfer dans lequel son ex-conjoint l'a plongée. Avant lui, j'étais libre, c'est le titre du livre. Elle raconte à la presse que peu après avoir été libérée, son ex-conjoint a tenté de la retrouver en se promenant dans la région où il croyait qu'elle pouvait être, jusqu'à en faire sonner son bracelet. Depuis, elle a dû déménager, changer l'identité de ses enfants aussi pour assurer leur protection. Et ça, c'est pas un cas unique. Entre autres, un autre cas, là, je vous donne ça comme ça, un homme violent qui a été trouvé coupable en octobre 2025 de harcèlement. Il avait fait sonner, lui, l'alarme de son bracelet 93 fois en un peu plus de 2 mois, en se rapprochant donc ainsi de son ex-conjointe. Pour des experts rencontrés par la presse, c'est pas nécessairement le dispositif lui-même qui est le problème, même s'il y a des lacunes, mais ces experts pointent plutôt sur les suivis qui font défaut, par exemple, ou encore le sentiment que le bracelet est une solution à l'engorgement des tribunaux. C'est à lire ce matin dans la presse. Si vous allez voir des spectacles de temps à autre, vous êtes probablement familier avec cette tarification dynamique des billets. Le Devoir s'intéresse au phénomène ce matin au moment où des experts craignent l'arrivée de cette tarification dynamique en épicerie. Pour l'heure, les 3 plus grandes chaînes au pays n'utilisent pas le modèle, mais Loblaws, Sobeys, Metro jugent quand même que l'étiquette électronique en magasin, ça permet d'offrir une meilleure exactitude dans l'affichage des prix. Ça permet toutefois, selon donc des experts, de changer comme ça rapidement les prix. Est-ce que le modèle dynamique pourrait s'implanter? Il y a entre autres une avocate d'Options consommateurs qui soulève tout de même que la tarification algorithmique, ça peut être positif, notamment pour baisser le prix d'un aliment dont la date de péremption approche, donc pour éviter le gaspillage. Mais ça soulève aussi des questions éthiques, notamment, comme le dit le professeur spécialisé en politique agroalimentaire de l'Université d'Alousie, Sylvain Charlebois. La nourriture, c'est un besoin de base. Donc, article du Devoir à lire en une ce matin. Sinon, sur notre site radio-canada.ca, vous pourrez en apprendre davantage sur ce virage historique du Japon qui lui permet de vendre maintenant des armes létales. Ottawa qui pourrait d'ailleurs en tirer profit. Le Japon veut se positionner comme une industrie de défense avancée avec des standards qui sont alignés aussi avec les démocraties occidentales, dont le Canada. Un texte de notre correspondant en Asie, Philippe Leblanc, à lire ce matin. Je le disais un petit peu plus tôt, le tireur qui a tenté de faire irruption en fin de semaine au dîner des correspondants à Washington devrait comparaître aujourd'hui. Cet événement s'apparente à un nouvel attentat contre le président américain. C'est ce que l'enquête essaie de voir confirmer les motivations en fait du tireur. Selon l'enquête, donc, le tireur semblait cibler de hauts responsables du gouvernement américain. Jean-Philippe Robillard avec nous ce matin. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marie-Michel. Donc, l'homme qui va comparaître aujourd'hui devrait faire face à 2 chefs d'accusation. Oui, effectivement. Le premier chef d'accusation, c'est pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent. Et le second, c'est pour l'agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse parce qu'il y a un agent qui a été blessé quand l'homme a tiré les 7 coups de feu avant d'entrer dans
avant d'être arrêté. Et l'accusé, c'est Cole Thomas Holland. C'est un homme de 31 ans de la Californie qui se présente comme un ingénieur, mais également comme un enseignant qui travaille à temps partiel. Il n'était pas connu, Marie-Michel, des policiers. Il aurait également agi seul, selon les services policiers. Selon l'enquête, il semble que l'homme, vous l'avez parlé tantôt, ciblait des hauts responsables de l'administration Trump, dont probablement le président américain. Hier, les policiers qui ont effectué des saisies dans sa résidence en Californie. Les enquêteurs analysent actuellement un manifeste, une lettre que l'homme a envoyée à ses proches juste avant les événements. Il y a aussi des écrits qui ont été retrouvés dans sa chambre d'hôtel. Et juste avant l'attaque, donc, le présumé tireur aurait écrit à ses proches pour dénoncer le président américain Donald Trump, pour dénoncer les politiques de son administration et signifier son intention de commettre un crime violent. Dans le manifeste, Marie-Michel, qui a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel, dans la chambre du présumé tireur. Alors, on peut lire, et je le cite, « Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître souiller mes mains de ces crimes. » Alors, c'est ce qu'on peut lire dans ce manifeste qui a été laissé, qui a été envoyé à la fois à ses proches, mais celui également qui a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel. Et les allégations auxquelles Donald Trump a répondu, parce que Jean-Philippe, il est revenu hier sur cet événement. Oui, dans une entrevue d'une quinzaine de minutes à l'émission américaine 60 Minutes, donc le président qui accordait également, c'était sa première entrevue, Marie-Michel, depuis ces événements de samedi soir. Le président Donald Trump qui a parlé de la façon dont il a vécu cet événement. Il a dit, entre autres, si vous me permettez de le citer, « Je n'étais pas inquiet, je connais la vie, nous vivons dans un monde de fous. » J'invite à l'écouter. Mais également, le président américain a dû répondre à une question et ça l'a un peu, je vous dirais, choqué. Ça l'a également froissé quand la journaliste lui a parlé justement de ce fait que le présumé tireur laissait entendre dans son manifeste qu'il était un violeur, qu'il était également un pédophile. Ben là, le président américain, il était furieux, il a dit « Je ne suis pas un violeur, je n'ai jamais violé personne. » Il a également dit « Je ne suis pas un pédophile ». Alors, c'est un événement, bien sûr, qui relance le débat sur la sécurité du président américain aux États-Unis. Nous n'avons pas pu entendre l'extrait, mais ce que vous venez d'expliquer, là, c'est ce qu'il a dit hier. Donc, je le rappelle, dans cette entrevue télévisée, oui. Vous le disiez, première entrevue depuis les événements. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. My Baby, grand classique de ce groupe mythique de Ronettes. On l'entend parce que, dans les dernières heures, on a appris, Julie Jasmine, le décès de la dernière survivante du groupe. Oui, Nedra Taylor, ça fait partie du groupe iconique féminin de Ronettes. Elle est décédée à l'âge de 80 ans. Donc, c'est la page officielle du groupe qui en a fait l'annonce hier sur les réseaux sociaux. La cause de son décès n'a pas été précisée. Elle est cofondatrice avec ses cousines Ronnie Spector et Estelle Bennett de ce groupe-là. Et d'ailleurs, Estelle Bennett, elle est décédée en 2009 à 67 ans. Elle a succombé à un cancer. Et Ronnie Spector, elle est morte en 2022 à 78 ans. Alors voilà pour cette annonce ce matin. Sinon, le film Michael, ça fonctionne très bien. Un record pour donc ses premières recettes là, qui atteignent 97 millions de dollars. Oui, des dollars américains. Donc, c'est un record, mais pour un biopic. Alors, il faut le préciser. Une biographie romancée, donc un des plus forts démarrages à ce jour parce que ça surpasse la biographie du groupe NWA. Souvenez-vous, en 2015, le film s'appelait Straight Outta Compton et aussi Bohemian Rhapsody, un film sur, évidemment, Freddie Mercury et Queen. Et pour ce film à gros budget, c'est intéressant, Marie-Michel, parce qu'on sait que ça n'a pas su rallier les critiques par manque de nuances, mais ça prouve que le public était en salle en fin de semaine. Donc, voilà pour le film
Michael. Comme quoi, le public a souvent le dernier mot. Effectivement. Belle reconnaissance pour le BDiste Guy Delisle qui a reçu cette fin de semaine un prix lors du Festival littéraire Métropolis Bleu. Oui, il était de passage à Montréal. Lui, c'est un natif de Québec, mais c'est un expat, en fait, expatrié. Et c'est d'ailleurs ses fines observations sur les cultures étrangères qui fait de lui, en fait, une plume si unique en dessin. Je pense à ses carnets de voyage autobiographiques, Chronique birmane ou encore Chronique de Jérusalem. Alors, samedi, on lui a remis un prix qui est donné aux créateurs qui contribuent à l'élaboration d'un avenir meilleur en raison de leur réflexion sur la société. Et donc, il en a profité aussi pour lancer jeudi dernier son tout nouveau projet qui s'appelle L'Occupation des sols. C'est une adaptation en BD du récit de Jean Echnoz, qui est un auteur français. Et le Festival littéraire Métropolis Bleu, c'est conclu hier. Côté musical, il y a les amateurs de Foo Fighters qui peuvent se mettre du nouveau matériel dans les oreilles. 12e album studio. Oui, et c'est pas rien. J'ai quand même choisi un extrait relativement doux, Marie-Michel. Lundi matin. Plusieurs vous en remercient. C'est intéressant parce que ce disque-là, en ce moment, est premier au classement iTunes, donc sur un classement mondial et aussi numéro 1 dans plusieurs pays, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Autriche. Et ce que je vous ai fait entendre, c'est l'extrait Windows. L'album s'appelle Your Favorite Toy et c'est le deuxième album de Foo Fighters depuis la mort soudaine du batteur Taylor Hawkins. Alors, pour le reste, là, vraiment, c'est énergie primaire, des guitares qui arrachent tout, aussi la voix de Dave Grohl qui est très, très présente. Il crie toujours aussi bien à 57 ans. Alors, et le souhait de cet album-là, et ça s'entend, c'est de réaffirmer, bien sûr, qu'ils sont des pionniers du rock, du punk, et qui sont pas prêts, après 30 ans de loyaux services, à se retrouver sur la voie de service, finalement. Julie Jasmine, vous nous avez promis un petit peu plus tôt de s'élever avec vous, avec donc ce nouvel artiste néoclassique, Simon Boisseau. Simon Boisseau, c'est un pianiste, un compositeur québécois, mi-vingtaine, autodidacte. Il a lancé vendredi son 3e disque qui s'appelle Les fausses illusions. Ça s'appelle Un réveil. Je vous le dis, Marie-Michel, j'ai gratté mon terrain dans une plénitude entière cette fin de semaine grâce à ce disque. Alors, oui, c'est du néoclassique, mais c'est un type qui maîtrise très, très bien la pop aussi. Il accompagne le chanteur Freds en tournée, Émile Bourgault aussi. Alors, puis, il a aussi cette esthétique visuelle avec une charmante vidéo de lui en stop motion. C'est un petit bonhomme avec des cheveux frisés. Vous allez retrouver 12 chansons sur ce disque. Ça dure à peu près 40 minutes. Je vous l'ai dit, là, c'est du pur bonheur. Mettez-vous ça dans les oreilles. Et ça, d'ailleurs, c'est sa version de la chanson « Wow » d'André Gagnon. On n'a pas envie de revenir. C'est très réussi, cette version d'un grand classique. Merci, Julie Jasmine. Ça fait plaisir. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on va se laisser. Votre équipe du matin prend le relais dans quelques instants. Mathieu Bellumeur à la barre de Midi Info aujourd'hui sera de retour à la une demain matin. Alors, on se laisse sur cette interprétation de « Wow ». Je m'appelle Claudia Gilbert. Grâce à mes réflexes de vétérinaire, je vous guide dans l'univers où cohabitent rigueur et dérapage des éleveurs canins. Bêtise, le marché du chiot. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.